Bonjour, bienvenue sur le Salon de l'Agriculture. Donc on va vous faire une première cette année, un petit défilé. Un petit défilé, alors je ne sais pas si c'est un défilé de mode parce que Antoine et moi on est sur le ring. On va y aller tranquille. Ça dessert un peu l'intitulé. Ouais. Non, on va vous faire un défilé pour vous présenter tout le savoir-faire de nos filières autour des fibres animales, la laine, le mohair. Donc à la fois vous allez avoir des témoignages d'éleveurs, des témoignages de transformateurs. Vous allez découvrir où est-ce que c'est produit. Puis vous allez bien voir qu'en France, à côté de chez vous, vous pouvez trouver des produits super qualitatifs, très chauds. On va avoir bien chaud aujourd'hui avec Antoine. Et on va démarrer, Antoine ? On est parti. Voilà. Alors, moi, je propose à nos éleveurs, à nos mannequins de rentrer sur le ring. Et puis après, on va se mettre en route parce que les fibres animales, ce sont des produits naturels. Des produits naturels. On n'élève pas forcément nos animaux que pour ça. On les élève pour faire de la viande, pour faire du lait. Mais ils produisent aussi ces fibres qui sont utilisées depuis des milliers d'années pour vêtir l'homme. Et donc, c'est vachement important. Donc là, vous commencez le défilé par des chèvres angora. Ce sont des chèvres, ce ne sont pas des moutons, mais vous voyez, elles sont vraiment, oui, ils sont vraiment bien couverts. Et donc, Romain va commencer à nous présenter quelques boucs angora. Je te laisse monter sur le podium. On va tenter. Et ensuite, les mannequins vont pouvoir avancer. Donc un petit coup d'applaudissement, ça nous fait du bien, ça nous permet de nous mettre en route. Donc la chèvre angora, elle est connue depuis des millénaires. Depuis des millénaires, et elle est élevée au Tibet plus de 4000 ans avant Jésus-Christ. Puis elle s'est retrouvée en Turquie assez tôt, hein, et elle a servi pour les sultans pour faire des textiles exceptionnels. Cette chèvre angora, elle était vraiment dans la province d'Angora, qui est devenue Ankara. Donc on est vraiment sur les bases de la Turquie. Et donc une chaise spécialisée, et on parlait déjà dès le XIIe siècle de cette chèvre angora. Vers le XVe siècle, elle a commencé à se répandre à travers l'Europe. Et quand elle s'est répandue en Europe, il y a un troupeau qui s'est créé en France au XVIe siècle grâce au grand argentier du roi dans le Massif central. Et puis malheureusement, le troupeau il n'a pas survécu et au XIXe siècle, la chèvre angora s'est répandue à travers toute l'Europe. Et maintenant en France, elle est très présente. D'ailleurs, on a pas mal de mannequins. Alors, moi, ce qui m'intéresse, Romain, c'est qui es-tu ? Comment élèves-tu tes chèvres angora ? Et qu'est-ce que tu en fais ? Alors, moi, je m'appelle Romain, je suis éleveur de chèvres angora depuis 11 ans dans l'Eure-et-Loire. Donc, contrairement à ce que disait Pierre à l'entrée, la chèvre angora, elle est utilisée uniquement pour sa fibre. Donc, la seule source de revenus des éleveurs de chèvres angora, c'est la vente directe à la ferme de produits en mohair, soit sous forme de pelote, soit sous forme de prêt-à-porter, comme on peut le voir sur nos magnifiques mannequins et éleveurs pour la plupart aussi. Donc c'est une chèvre, effectivement, c'est assez rare, élevée que pour faire du poil, puisque ce n'est pas une laine, mais c'est un fanère. Et elle a des caractéristiques très particulières au niveau de cette fibre, puisque vous le voyez tout de suite, c'est une fibre élastique et qui est très bouclée. C'est ça, c'est une fibre très résistante, très fine, du coup c'est très doux, et c'est 2,5 fois plus chaud que de la laine de mouton à poids égal. Et alors, ils ont quel âge et qu'est-ce qu'ils mangent tes boucs ? Alors là, Ismar ici, qui est un mâle castré, lui il est de 2013, donc il a 9 ans. Optimiste, qui est mon mâle reproducteur, lui il a 4 ans. Ils sont à l'intérieur de novembre à mars, où ils sont nourris avec du foin de luzerne et de l'orge principalement. En été, ils sont en pâturage dehors et ils mangent que de l'herbe. Alors,
Aujourd'hui en France, on a pas mal d'éleveurs de chèvres angora, hein, répartis sur toute la France. Oui, un petit peu moins de 200, je crois. Alors exactement, un peu moins de 200, avec un peu plus de 4000 animaux présents sur l'ensemble du territoire français, entre des chèvres, des boucs et des boucs castrés, qui restent longtemps dans les troupeaux et qui sont des gros producteurs de mohair. C'est ça. Là, on n'a pas, contrairement à beaucoup d'élevages, on n'a pas de problème avec la naissance des mâles, puisque castrés, ça reste de très bons producteurs. Donc la durée de vie d'une chèvre angora, elle reste longtemps dans les élevages. Hein, une dizaine d'années. Un peu plus de 10 ans. Et il faut savoir que la qualité de cette fibre, au démarrage, c'est très fin. Puis après, la finesse, elle se dégrade un peu, mais ça reste... On est sur... on n'est pas au stade du millimètre, hein, on est au stade du micron. Donc c'est 1000 fois plus petit que le millimètre. Vous vous rendez compte? On arrive à tisser ça et en faire des fils exceptionnels. Mais ça, c'est une autre histoire, Romain. Moi, l'histoire qui m'intéresse, c'est effectivement, on a des éleveurs sur toute la France, vous faites des produits et donc vous transformez et vous vendez. Et donc chacun peut retrouver près de chez lui un éleveur de chèvres angora pour s'habiller avec des vêtements produits et créés en France, dans le respect du bien-être animal et puis de l'environnement. Vous pouvez trouver la carte des éleveurs sur aneka.fr, donc Aneka, A-N-E-C-A, pour Association nationale des éleveurs de chèvres angora. Alors, on a deux associations en chèvres angora, hein, l'ANECA qui rassemble l'ensemble des éleveurs de chèvres angora. Puis on a Capgen, c'est ma boîte hein, dans laquelle je travaille. Capgen, c'est une association d'éleveurs aussi, mais d'éleveurs qui se regroupent pour améliorer les qualités des fibres, gérer la race. Et les éleveurs de chèvres angora, ce qu'ils cherchent dans les animaux, c'est des animaux qui sont couverts de la tête aux pieds. Là, on ne peut pas faire beaucoup mieux, qui ont du poids de toison, donc des toisons qui sont quand même assez je ne vais pas dire épaisses, mais volumineuses, qui sont capables de faire des fibres très fines, sans des fibres indésirables, hein, ce qu'on appelle le jarre, qui aurait tendance à ce que ça gratte. Alors, moi, j'entends encore certains qui disent « Ouais, mais vos pulls, ça gratte et tout ». Je peux vous dire que c'est hyper doux. Ouais. Alors là, Pierre est en train de se lancer des fleurs, puisque c'est un peu grâce à lui qu'il n'y a plus de jarres dans les toisons. Donc la plupart des éleveurs travaillent avec Capgen, donc il y a une unité de promotion des races, un organisme de sélection. Chaque année, les techniciens de chez Capgen passent dans les élevages. Ils font un petit carré de tonte sur le flanc de chaque animal. Et ils vont faire des analyses au microscope électronique et compagnie sur ces toisons-là. Et ça permet d'améliorer la qualité du mohair français par rapport au mohair produit à l'étranger. Donc ça fait 40 ans à peu près, Pierre, que le programme existe. Peut-être à peu près 40 ans. Et depuis 40 ans, la qualité du mohair s'améliore en France, ce qui nous permet d'avoir un mohair beaucoup plus doux que celui qui est produit à l'étranger et de se différencier grâce à ça. Alors, la bourse du mohair mondial, elle est en Afrique du Sud. Hein, et ce qu'on produit aujourd'hui sur des animaux adultes, c'est l'équivalent du mohair kid d'Afrique du Sud, qui est la plus grande qualité du mohair produite dans le monde sur des animaux de 6 mois. Donc, nous, sur des animaux adultes, on arrive à produire une fibre qui est aussi fine que sur les jeunes, grâce au travail des éleveurs, au travail de la sélection qui a été faite. Donc, vous voyez plein de mannequins, un bouc qui veut s'échapper, non, mais on va le laisser vivre. Et ce que je propose, c'est qu'on vous parle là des animaux, mais on va vous parler un peu des vêtements. Alors moi, je ne suis pas un grand spécialiste. Je laisse la main à Marie-Claire, la présidente de l'ANECA, donc la présidente de l'Association nationale des éleveurs de chèvres angora. Marie-Claire, tu as 5 minutes pour parler. Alors, je reconnais des étoles, des écharpes. Je ne vois pas de chaussettes, mais... il y a des guêtres. Donc ça va le faire. Marie-Claire, c'est à toi. Merci. Alors bonjour à tous. Nous sommes ravis, l'ANECA, d'être ici et de représenter le filière français. Et tout à l'heure, on parlait de finesse de la fibre et vous avez ici des modèles. Vous avez des modèles ici qui sont réalisés à partir de fils composés de pur mohair de chevreau et aussi de fils composés de mohair et de soie. Donc ici,
vous avez pu noter aussi qu'on tourne nos chèvres 2 fois par an. 2 fois par an, au printemps et à l'automne. Et on a tout un processus de transformation de la matière, hein, qui nous permet d'avoir au bout de quelques mois soit des produits finis, des gants, des mitaines, des chaussettes. Et on récupère également des pelotes. Alors comme je vous le disais, la composition des pelotes, on a le pur mohair de chevreau, et on a aussi un mélange de mohair et soie. Et on a la chance d'avoir aussi des artisans français qui réalisent ces différents produits finis. Mais on a aussi, en tant qu'éleveur, on crée nous-mêmes des modèles avec des tricoteuses, avec des designers, avec des stylistes. Et voilà, donc on en a tout un échantillon ici. On remercie d'ailleurs les éleveurs qui sont venus et qui nous ont accompagnés dans cette démarche, qui représentent ici les 2 structures, parce que nous avons 2 structures de transformation en France, qui réunit donc les 170, enfin voilà, un peu moins de 200 éleveurs. Et on a aussi des amis qui sont venus nous prêter main forte pour pouvoir vous présenter ces produits avec des couleurs chatoyantes et qu'on a grand plaisir à présenter sur nos marchés et nos salons. Et pardon ? Ok. Voilà. Donc, je vous laisse apprécier ces différents modèles qui ont été réalisés par les éleveurs et les structures de transformation. Et vous aurez également le plaisir de nous revoir lors d'un second passage un petit peu plus tard. Des questions peut-être ? Alors, moi, je suis impressionné par la diversité des couleurs, des formes, par la tenue de nos mannequins, puisqu'on a cette chance d'avoir des mannequins redoutables. D'ailleurs, Dominique, tu as des élèves qui sont en train de te regarder et qui doivent avoir bien le sourire. Je pense que c'est une sacrée performance. Déjà, j'aimerais bien que vous les applaudissiez, parce que c'est pas facile d'être sur le ring à Paris. Par contre, Antoine, tu es un spécialiste de la transformation, et moi, j'aimerais bien en savoir plus sur comment on passe d'une toison brute, comme on dit. Donc, les animaux sont tondus 1 à 2 fois par an. Donc, en ovin, c'est tondu plutôt 1 fois. Et en caprin, on tond 2 fois dans l'année. Oui, alors il y a une problématique saisonnière, hein, pour la tonte. Hein. Assez classiquement, on tond au printemps pour pas que les animaux aient trop chaud pendant les fortes chaleurs de l'été. Il y a une préoccupation liée au bien-être animal, bien sûr, et pour que cette toison ait le temps de repousser avant les frimas de l'hiver. Alors comme sur la chèvre angora, ça a été sélectionné vraiment pour produire du poil, on tond nous 2 fois par an, là aussi avant les mises-bas au printemps, puisqu'on a des animaux saisonnés, donc on est plutôt sur des mises-bas de printemps. Et puis ensuite, on tond bien avant l'hiver, hein, on tond en fin d'été, parce que ça nous permet après d'avoir de la repousse et d'avoir des animaux qui, l'hiver, sont bien couverts. Alors, une fois qu'on a tondu, on récupère une toison brute, il va falloir la nettoyer. On nettoie les toisons, donc on va enlever les écarts, les parties qui sont le bas des pattes, les barbiches, parce que là, c'est des fibres un peu plus grossières, ce qui est sale. Et puis les éleveurs, souvent, ils mettent en commun, ou en tout cas, ils mélangent des toisons brutes pour essayer d'avoir des lots de finesse homogène. Oui, tu parles là de l'opération de tri, hein, dans les chantiers organisés. Donc il y a un exemple ici. Alors sur le PowerPoint, vous avez un exemple de tri. Hein. On en fera la démonstration en fin de semaine, une fois les concours terminés. Donc on aura nos amis tondeurs qui viendront et avec des animations autour du tri de la laine avec notre experte en la matière, Christelle Janet, qui réalisera des tris de toison. Christelle, elle était autour du ring, hein, tout à l'heure. Oui, elle est arrivée. Effectivement, l'option, en tout cas le tri des toisons, il faut arriver à faire des lots homogènes de finesse, à faire des lots homogènes de style, de couleur, pour arriver à avoir des toisons qui sont valorisables, et après on choisit ce qu'on va faire avec. Voilà, et chez nous, de propreté. Alors quand on entend propreté,
c'est pas la boue, c'est pas les souillures des fesses, c'est surtout les impuretés végétales. C'est de la paille. Qu'il faut écarter des toisons. C'est de la paille, c'est des petits brins de fougère, c'est tout ce que peut garder la toison parce que vous savez, c'est très dense une toison, donc ça emprisonne aussi un petit peu de poussière. Une fois qu'on a trié et qu'on a une toison brute, on passe pas tout de suite au fil, on va d'abord faire un ruban. Un ruban, alors ouais, bon, pour les brebis, il faut. Les toisons sont lavées. On lave, hein. Ensuite, souvent après le lavage, donc c'est une étape où on perd un peu de toison, on va carder et puis après on va peigner. Alors moi je suis pas un grand spécialiste, mais peut-être que Marie-Claire peut parler déjà du peignage et du cardage et puis après tu reprendras la main. Alors oui, en effet, le fil, donc une fois que la tonte a été réalisée, la tonte qui est effectivement un peu plus technique que pour le mouton, hein, parce qu'un peu plus technique et donc un petit peu plus long. Ensuite, il y a la phase de tri qui est réalisée par l'éleveur. Donc c'est un travail minutieux qui consiste à retirer en fait tous les végétaux qui peuvent se trouver sur la toison et tout le pisseux, le crotteux, enfin tout ce qui ne sera pas utilisé pour la transformation. C'est un gros travail qui est réalisé par l'éleveur. Et ensuite, il y a un contrôle qui est réalisé par les structures de transformation. Donc, c'est des experts, comme on a pu voir en photo tout à l'heure, des experts qui vont contrôler le tri qui ont été réalisés par les éleveurs en fait, pour vérifier la conformité au respect du cahier des charges. Voilà. Ensuite, passe la phase effectivement, de transformation, où là, le fil est, dans un premier temps, il est transformé en ruban. Ce ruban est ensuite filé et une fois filé, il est teinté. Il faut savoir aussi qu'il y a une étape de grattage qui a été réalisée de la fibre pour justement lui donner son lustre et pour garantir justement la teinture en fait. La teinture, vous avez vu toutes les couleurs somptueuses qu'on a pu voir et voilà, c'est l'avantage justement de cette méthode qui permet de mieux accrocher, enfin la teinture s'accroche mieux. Voilà, je vais m'arrêter là. Et donc, c'est OK Pierre ? Antoine, t'en redis un petit mot ? Oui, des itinéraires similaires pour la laine du mouton avec deux cycles différents, un cycle cardé ou un cycle peigné. C'est-à-dire que certaines races sont cardées puis peignées, notamment la plupart des races à laine fine, les laines fines de type mérinos, pour faire des produits très fins. Et puis, des fois, sur des laines un peu plus grossières, on peut parfois se satisfaire du cycle cardé, où juste là, on va ouvrir la laine et pas nécessairement mettre tous les fibres dans le même sens. En fait, effectivement, ça sert à mettre les fibres dans le même sens pour avoir un fil après résistant et qui va durer. Donc, c'est un savoir-faire qui est un savoir-faire vraiment qui est connu depuis longtemps, qui a été un peu mécanisé, mais ça demande un vrai artisanat qui est maintenant très technologique aussi, hein, puisque les machines ont beaucoup évolué. Oui, ça demande un savoir-faire industriel, comme tu le dis, mais ça demande aussi, entre guillemets, un savoir-faire zootechnique d'éleveur, dans la mesure où si on a des problèmes de finesse au niveau de faiblesse au niveau de la fibre, eh bien, toutes les laines ne peuvent pas forcément emprunter le cycle peigné. Si on a des problèmes de laine qui casse, par exemple, si on a sur un an de production, si on a l'agnelage qui est pile au milieu des 6 mois, au bout de 6 mois de pousse, eh bien, on peut avoir des laines qui ne peuvent pas emprunter le cycle peigné. Donc ça veut dire aussi des savoir-faire en termes de zootechnie, savoir-faire d'éleveur. On va dire un œil, hein, un savoir-faire un peu, pas ancestral, mais un vrai truc qui se transmet. Et on a de la chance parce qu'en France, on a eu les filatures royales qui ont permis de maîtriser ce savoir-faire sur les laines et qui perdurent. Et aujourd'hui, on a des filatures qui se développent un peu partout en France, qu'on déclinait il y a de nombreuses années, qui se relancent depuis une quinzaine d'années, qui ont résisté, hein, et qui permettent de continuer à savoir faire un fil de qualité en France.
Oui, je pense qu'au niveau, au niveau de ce... Pas parler d'industrie, mais au niveau de cet artisanat, on va dire, entre l'artisanat et l'industrie. Bon, on peut considérer que c'est des secteurs qui ont mangé leur pain noir, dans la mesure où vraiment c'est des savoir-faire même qui auraient pu disparaître. On a failli les perdre. Hein. Voilà, mais on a quand même une vraie recrudescence, de vraie motivation pour ces métiers, des vraies préoccupations de relocaliser la filière laine, un vrai regain d'intérêt pour le Made in France. Ça commence beaucoup à déranger quand même quand on dit que 95% de la laine française elle est lavée en Chine et qu'elle revient sous forme de rubans, de produits élaborés, etc. Et donc ça évolue et je pense qu'on est plutôt sur une pente ascendante. Ça nous paraissait pas très logique d'avoir de la laine produite en France qui partent à l'autre bout du monde, qui soient transformés et qui nous reviennent en produits finis. Être capable quand même de dire, on la produit à côté de chez nous, on la transforme en local et vous la retrouvez autour de chez vous, hein, vous la retrouvez à proximité, ça a quand même plus de sens. Et en plus, ça permet de conserver des savoir-faire anciens, mais qui sont des savoir-faire, comme tu le précisais, avec de la haute technologie et en même temps un œil, un vrai savoir-faire ancien. Moi, les produits que vous avez, donc une fois qu'on a un fil, vous avez des pelotes. C'est la mode du tricot. Moi, je ne sais pas bien faire, mais je vois quelqu'un qui a des grosses aiguilles et des pelotes extraordinaires. Je pense que tu vas te mettre à tricoter là sur le ring et nous montrer. Moi, je connais que le point mousse. C'est bien simple. Donc, je suis pas au top. Hein. Par contre, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est... Voilà, on a des nouveaux mannequins qui sont arrivés sur le ring. Ils portent des nouvelles tenues. Donc, tu peux peut-être nous en parler. Et puis, à la fin, en filière, sur la filière Angora, donc, qui produit la chèvre Angora produit du mohair, on a 2 structures de transformation qui font des produits certifiés avec une qualité, qui sont mohair des fermes de France et mohair de nos chèvres. Et je vais laisser en parler, parce que nos éleveurs savent mieux en parler que moi. Merci Pierre. Voilà, donc en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, on a 2 types de fils. On a le pur mohair de chevreau et on a d'autres fils qui sont mélangés à de la soie. On a ici Nathalie qui porte notamment un bonnet tricoté main en pur mohair de chevreau et elle a également un pull qui est tricoté main en mohair et soie. Voilà, on a ici Thierry qui porte un superbe pull tricoté main en pur mohair de chevreau, de la même façon que son bonnet et que son tour de cou. Alors là, Sophie va tricoter pour nous. Non, c'est pas vrai, je te laisse tranquille. Et voilà, donc en fait, on a diverses parties. Là, on a une magnifique écharpe étole tissée. Tissée, donc, comme tous nos artisans en France et à proximité, avec un pull qui ici est tricoté machine. Voilà. Je vais faire le tour un petit peu. Dominique, alors qu'est-ce que tu portes ? Eh bien, une écharpe tissée par contre, là effectivement, que du mohair. Et après un pull col zippé, mohair et soie. Merci beaucoup. Lydie, elle est également sur du tricoté main, en pur mohair de chevreau. Merci beaucoup Lydie. Anna, alors elle porte également des confections qui sont en mohair et soie. Aussi bien au niveau du béret que de l'étole et du pull. Tu veux ajouter quelque chose ? Merci beaucoup Anna. Toi aussi, tu es sur du tricot main, au niveau du bonnet péruvien. Et le pull est un tricot machine, fabriqué dans des machines japonaises ultra perfectionnées, il me semble. Merci beaucoup. Ils sont forts ces Japonais. Ils sont très forts, on les aime bien. Voilà. Fanny, elle porte également une tenue qui est, une étole qui est tricotée main en mohair et soie, 60% de mohair, 40% de soie. Et de même pour son pull, bon, magnifique pull, composé de mohair et de soie également.
Et voilà, en ce qui me concerne, c'est un poncho en mohair et soie, coloris écru, c'est la couleur naturelle de la fibre. De même que mon béret qui est également en pur mohair de chevreau. Je voulais également souligner l'effort qui est fait par les éleveurs au niveau de la vente directe, parce que toute leur production, et c'est ça qui est important, toute leur production donc, est réalisée à proximité certes, et en plus bénéficie d'une vente directe, alors souvent à la ferme, sur les salons, sur les marchés. Voilà. Écoutez, Pierre, je pense que... Donc là, nos éleveurs de chèvres Angora, ils sont présents sur toute la France. On a une transformation donc locale, un savoir-faire là encore reconnu au niveau français, reconnu au niveau mondial, puisqu'on arrive à avoir une qualité du mohair qui est la plus belle qualité qu'on ait au niveau sur l'ensemble du monde, grâce au travail de sélection des éleveurs. Donc notre défilé n'est pas terminé parce que dans quelques instants, on passera sur les races normandes ovines, mais on va profiter encore un peu de nos éleveurs de chèvres Angora, puisque moi je vois des couleurs variées, des types de mailles vraiment différentes, donc il y en a pour tous les goûts. Je vous invite quand même à discuter avec nos éleveurs pour en savoir plus, à la fois ici à Paris, mais auprès de vous, près de chez vous, parce que vous pouvez les rencontrer sur les marchés, dans leurs fermes. Ils sont présents et vous pouvez les retrouver soit sur le site de l'ANECA, donc A-N-E-C-A, soit sur le site de Capgène, C-A-P-G-E-N-E-S. Et donc, on est encore ensemble quelques minutes pour arriver à en voir un peu plus. Romain, est-ce que tu peux approcher avec un bouc pour qu'on comprenne comment ils sont élevés? Et moi, ça m'intéresserait de connaître un peu une année d'un bouc, ça se passe comment dans ton élevage? Alors l'année d'un bouc, c'est relativement simple. On va commencer en janvier. Donc en janvier, ils sont à l'intérieur dans la chèvrerie où en fait, ils sont rentrés de novembre à mars. En février, on les tond. Tu veux que je la rapproche? Non? Ils jouent là. Donc on les tond une première fois en février. Je vais faire aussi les chèvres quand même pour pas être trop sexiste. En mars, les chèvres mettent bas. Puis elles partent au pâturage fin mars à peu près. Donc fin mars, hein, il commence à faire un peu plus beau. Il y a de l'herbe. C'est surtout ce qu'on va rechercher. Hein. L'herbe sur pied, qui est riche et qui permet aux animaux d'être en forme. Surtout que les mères vont pas tarder à mettre bas. Elles ont déjà mis bas généralement quand elles commencent à sortir même. Donc on fait des mises bas au 15 mars. Elles ont besoin d'énergie, elles ont besoin en gros de forme pour produire du lait. Donc ça tombe bien, c'est l'époque des mises bas, c'est l'époque de l'herbe, les jours rallongent, donc les animaux sont contents de sortir un peu comme nous. Hein. Ouais. Et ils pâturent exactement pendant le pic de lactation, ce qui leur permet d'avoir une production laitière optimale et puis du coup une croissance des jeunes optimale aussi. Donc nos boucs là, ils sont plus avec les chèvres à ce moment-là? Alors moi si. Oh là là. Donc, alors, nous, on sépare. La chèvre est un animal qui est cyclé au niveau du cycle menstruel, enfin, que sur les jours qui diminuent. Donc, il n'y a pas de chaleur au printemps, normalement. On a un animal saisonné, hein, la nature est bien faite. Comme il y avait de l'herbe au printemps, la reproduction se fait à l'automne. Exactement. Et donc, les mises bas sont au printemps. Donc, au moment de la mise à l'herbe. Donc là, les boucs sont conduits à l'herbe avec les femelles au printemps. Et avec les chevreaux. Et avec les chevreaux. Alors, d'habitude, ils sont assez cool. Là, ils sont contents d'être sur le ring. Parce ça que, joue un peu, là. Ça joue bien. Ça leur permet d'avoir un peu d'espace aujourd'hui. Ça les défoule un peu, ouais. C'est plutôt pas mal. Donc après, quand on est après l'été, donc ils vont... Donc ils sont tondus une deuxième fois. Tu vas les tondre au mois d'août. Donc ils vont produire à peu près combien ces boucs-là en kilos de mohair? Alors l'été dernier, Optimiste, celui qui porte l'écharpe là, qui est mon reproducteur, il a fait 4,3 kg. Donc vous imaginez 4 kilos de produits en brut. Hein. Ouais. Après il va falloir quand même
trier la toison comme on en parlait. Exactement. On va perdre quasiment 40% Et- du poids avant d'avoir un produit fini. Et en gros, on perd entre 40 et 50% à la transformation. Donc, tous les ans, ce sont des boucs qui vont produire 3-4 kilos par tonte de mohair. Donc, c'est des gros producteurs de mohair. Et alors, comment tu fais ton choix? En fait, après, le bouc qui te plaît, il va saillir les chèvres à l'automne pour avoir des descendants l'année d'après. Exactement. Au 15 octobre, on sépare les boucs à partir de juillet pour pas qu'il y ait de saillie, pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait de naissance aux mois les plus froids. Et puis on met les boucs au 15 octobre qu'on sélectionne grâce aux index Capgen en fait. Je sais pas si tu veux expliquer. Ouais, alors les index, c'est assez simple. On mesure les performances des animaux grâce à un pointeur. On regarde la quantité de toison produite. On regarde la qualité de la toison. On parlait des finesses, des microns. Donc, 1 millième de millimètre, c'est un micron. Là, on est sur des toisons qui vont faire 28, 24 pour les plus fines. Là, on est plutôt sur des animaux qui vont être un peu plus, avec des toisons un peu plus grosses. Donc, on va être à 28 microns, peut-être 30 microns. Mais alors, plus gros, c'est 2 microns de plus, 2 microns de moins. Donc, vous verrez même pas ça à l'œil. Et grâce à ce travail de mesure des performances, comme on connaît les parents, on estime la valeur génétique des animaux. C'est des statistiques assez simples. Et ça donne des indicateurs aux éleveurs pour choisir quels sont les animaux qui vont être mis à la reproduction, quelle sera la production qui va arriver au niveau des jeunes. Donc, grâce à ça, Romain, il va pouvoir dire au bout de 2-3 ans d'utilisation d'un mâle, il va dire ça y est, il a bien travaillé dans mon troupeau, j'ai plein de descendants, je vais en changer, donc un autre éleveur va pouvoir en bénéficier. Donc tu vas vendre ton bouc à un éleveur qui en a besoin. Exactement. Et puis tu vas racheter un Et autre on bouc. va racheter un ailleurs. Alors là, on retrouve la problématique de gestion de la variabilité génétique et de la consanguinité pour arriver à maîtriser finalement la qualité des animaux. Et ça, c'est un travail remarquable qu'on fait au sein des organismes de sélection, qui est fait au sein de la bergerie nationale de Rambouillet sur le mérinos de Rambouillet. C'est arriver à partager la génétique au sein de tous les éleveurs français. Donc en gros, les éleveurs de chèvres angora, ils vont tous avoir un petit bout du patrimoine génétique et ils vont se le partager sur la chèvre angora. Et ça, c'est drôlement sympa. Et on trouve ça dans nos organisations d'élevage en France qui sont assez uniques au monde parce que les éleveurs acceptent de partager leur génétique et d'en faire profiter les autres. En fait, seul. En pratique, si je peux me permettre, c'est extrêmement bien organisé. On va recevoir au mois d'août un catalogue avec tous les boucs disponibles, avec leurs index génétiques à chacun. Et quand il y en a un qui va nous plaire, il suffit d'appeler Capgen et ils vont nous sortir, grâce à leur studbook, en fait, un espèce d'énorme arbre généalogique. Ils vont nous sortir le pourcentage de consanguinité de ce bouc-là avec chacune de nos chèvres de notre élevage. Et ensuite, à chacun de fixer sa limite de consanguinité qu'il tolère dans son élevage et de choisir l'animal qui lui convient tant au niveau qualité du mohair mais aussi au niveau diversité génétique. Donc, t'es un homme au poil ou à la fibre, en tout cas t'es connecté, ça je le vois bien. Ce qui est quand même unique dans l'organisation de nos livres généalogiques, c'est ce partage. En fait, les éleveurs, ils ont compris que seuls on va vite, mais ensemble on va loin. Et on va loin longtemps. Et c'est ce qui est recherché dans nos organismes d'élevage, pouvoir toujours sélectionner pendant des années, et améliorer à la fois la technique, à la fois la génétique des animaux, dans un contexte qui est un contexte de changement climatique, qui fait que la génétique va nous permettre aussi de nous adapter à ce changement climatique. Et alors, on aura peut-être plus chaud, mais on aura toujours besoin de nos fibres animales qui permettront de résister au froid. Mais c'est aussi des fibres qui sont vachement intéressantes parce que c'est isolant. Oui, c'est isolant, respirant, c'est vraiment très agréable à porter. Donc on ne sue pas quand on porte du mohair ou quand on porte de la laine. On arrive justement à avoir des produits qui sont des produits remarquables. On voit d'ailleurs qu'ils n'ont pas trop chaud, ils s'amusent à jouer alors qu'il fait quand même relativement chaud et qu'ils sont en toison. Donc, merci pour nos éleveurs de chèvres angora. Maintenant, on va aller en voyage. Ouais.
Merci pour les applaudissements. Donc, on va encore voyager et puis on se retrouvera à la fin pour une photo de famille qui va être un grand moment sur ce ring. Je pense que c'est du jamais vu depuis de nombreuses années. Donc, je vous invite à rester encore. À la fin, on va faire une photo de famille. Ah non, alors, un défilé de mode, parce que c'était quand même un défilé de mode, hein. Des animaux, des mannequins exceptionnels. Un défilé de mode, il se termine toujours par un grand moment. Est-ce qu'on peut avoir un peu de musique, chef? Je sais pas, mais si on pouvait avoir dans quelques instants de la musique, on va se faire une petite photo de famille. Mais, ah ouais. Et maintenant, pour le défilé, moi j'appelle donc la mariée. Parce qu'un défilé de mode sans une mariée à la fin, ce n'est pas vraiment un défilé de mode. Donc j'aimerais bien que la mariée arrive sur le podium et qu'on fasse une vraie photo de famille. Oui, c'est pour toi. Donc aujourd'hui, sur le salon de l'agriculture, sur le ring au vin, on a une mariée. C'est du jamais vu, ça je peux vous le dire. Une mariée avec bien sûr nos fibres animales qui permettent de la mettre encore plus en valeur. Et je vais vous proposer une grande photo avec notre mariée, tous ensemble. Allez, ah oui. Devant avec les animaux et les mannequins, allez, c'est parti. Donc c'était une première. Je pense que c'est une réussite grâce à nos éleveurs, grâce à nos mannequins, avec les animaux qui ont été présentés. On vous a fait voyager en France et j'espère qu'on vous a donné envie de porter de la laine, du mohair, des feutres, des chapeaux, des chaussettes, des pulls et j'en passe. En tout cas, merci à tous nos éleveurs, à nos représentants de race, à nos associations de race, à nos filateurs, à nos transformateurs. Vous voyez que c'est une chaîne de valeur qui permet de vous proposer des produits exceptionnels à proximité de chez vous. Voilà. Oui, alors, tu as cité les éleveurs, les transformateurs, les mannequins. Moi, je voudrais quand même... tu dis c'est grâce à eux, c'est aussi... Pierre, grâce à toi, et je tiens à le dire devant tous tes collaborateurs hein, de la filière mohair, hein, si ce moment il a existé, c'est Pierre qui est venu me voir à Cournon et dit Antoine, est-ce qu'on pourrait pas faire un truc au salon de l'agriculture? Je dis écoute, oui, il y a sûrement la place pour une belle animation. Mais alors voilà, je crois que surtout, applaudissements pour Pierre Martin, directeur de Capgène. Applaudissements pour vous, pour nous. Et puis alors, vraiment, moi je pense qu'après une journée comme ça, vous êtes obligés de porter nos pulls, nos chaussettes, nos feutres. En tout cas, questionnez-vous pour arriver à porter des vêtements produits à côté de chez vous et vous en apprendrez encore davantage. Voilà. Alors moi, je ne veux pas faire les entremetteurs, mais Pierre, après tout le travail fourni qui te revient, je le souligne, je crois que tu peux aller prendre le bras de la mariée. Je crois que tu peux... Ah ouais. Je crois que tu peux aller prendre... Non, il y a son mari qui est juste à côté, je me permettrai pas. Mais on va s'arranger. Par contre, avec les animaux, oui. Antoine, tu viens avec nous ? Donc, notre petite photo de famille, je pense que vous pouvez nous applaudir parce que ça nous fait du bien. Et puis, c'est important de se faire du bien aujourd'hui, quoi. Donc, rendez-vous l'année prochaine. On recommencera. Même jour, même heure. Bah, même jour, même heure. Oh, c'est le plus simple. Hein. Oui. Si ça vous a plu, hein. Et avec sans doute encore plus de produits parce que la filature, les tricots Saint-James sera partenaire de tous nos produits et de tous nos fils pour nos races normandes. Donc pour nous c'était une première, donc en toute simplicité et je pense qu'on va monter encore en gamme un peu comme nos produits. Voilà. Ouais, je disais, même jour, même heure, je crois qu'on va pouvoir s'arranger avec Joël Régal et son équipe parce que je crois qu'on peut remercier aussi l'accueil du commissariat aux ovins. Alors, on a la chance de pouvoir faire ça grâce au commissariat aux vins et caprins. Moi, je dis aux vins et caprins parce qu'on met un peu de chèvre. Ils nous ont accueillis pour nous permettre de nous préparer et de vous proposer cette belle vitrine. Donc, en tout cas, merci à toutes et à tous. Et puis... Rendez-vous l'année prochaine ou rendez-vous dans nos élevages pour découvrir les produits. À très bientôt.